Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission 5 questions, 5 minutes. Aujourd'hui, nous avons comme invité le parti Acte Salem avec M. Raeni Hassan et M. Michel Dardenne et M. Rachid Zegzaoui avec nous qui va les questionner. Ne ratez aucune question. À tout à l'heure. Bonjour Hassan Raali, bonjour Michel Dardenne. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter au public? Alors tout d'abord, merci de nous avoir invités à Bruxelles Corner. Alors Hassan Raali, je milite, je fais de la politique depuis près de 21 ans. J'étais conseiller communal jusqu'en 2018, l'année passée, pendant 6 ans. Une très belle expérience qui a ajouté donc le fait de me forger encore plus dans la politique. J'ai eu l'occasion de beaucoup écouter et de beaucoup interpeller aussi. Donc des sujets qui tiennent à cœur des citoyens molenbeekois en l'occurrence. Alors, juste avant les élections de l'année passée, et bien sûr après 20 ans de militantisme dans un parti traditionnel, j'ai pris la décision avec des amis nous nous sommes rendus compte que les partis traditionnels étaient trop habitués au pouvoir. Et ils sont devenus tellement grands, tellement puissants et donc tellement lourds pour prendre des décisions simples pour les citoyens. Alors on a décidé de créer un mouvement citoyen qui s'appelait l'année passée Acte. Et bien entendu, pour les élections régionales, nous nous sommes bien sûr rendus compte, et c'est la réalité, pour aller plus loin, il faut être, je dirais, en groupe, et l'union fait la force. Alors, j'ai rencontré à maintes reprises mon ami Michel, et nous avons discuté politique, nous avons discuté Bruxelles, nous avons pris la décision d'unir nos forces, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Acte est devenu Acte Salem, avec donc le mouvement politique de mon ami Michel Dardenne. Donc c'est devenu Acte Salem, agir pour la paix, Handelen voor vrede, Act for Peace. Et ça tombe vraiment très bien, donc ça sonne même très très bien, dans le sens où nous souffrons depuis plusieurs années. D'ailleurs, depuis les attaques du 22 mars 2016, là où les attaques sont très proches de nous, vraiment, c'est là où on ressent réellement la réalité je dirais de cette folie humaine. Le mot paix, il a aujourd'hui réellement son sens. Michel. Oui, bonjour, merci en tout cas beaucoup de nous inviter. Michel Dardenne, oui, donc tête de liste sur la liste 24 au Parlement bruxellois, hein, Acte Salem. Me présenter, oui, moi je suis un père de 5 enfants, marié, donc voilà, moi je suis enseignant en langue, en communication, et puis j'ai écrit des livres aussi, je fais des conférences. Et alors là, depuis au fond l'âge de 12 ans, parce que mon père était déjà médecin syndicaliste, donc j'étais déjà un petit peu dans la politique, on participait aux grèves des médecins, et donc moi j'ai toujours fait de la politique, mais un petit peu en retrait, parce que j'ai étudié, parce que j'ai travaillé dans des multinationales, et alors notamment, il y a quelques années, je suis allé habiter au Maroc, et je suis revenu ici, et lorsque je suis revenu à Bruxelles, j'ai vu qu'ici vraiment, dans mon pays, je ne le reconnaissais presque plus, avec tous les événements, les attentats qu'il y a eu, on fait la guerre aux musulmans en Belgique, et donc voilà, c'est comme ça que finalement j'ai été voir dans plusieurs partis, et puis finalement j'ai vu qu'il n'y a aucun parti, les partis ont vraiment failli dans leur tâche d'écouter le citoyen. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Belgique, hein, dans tous les pays, et les mouvements citoyens, gilets jaunes et dérivés, partout montrent des signes de mécontentement. Et donc voilà, il y a 2 ans, j'ai monté un mouvement citoyen
qu'on a appelé Salem, enfin on avait appelé ça, voilà, on voulait la paix. On voulait la paix, que tout le monde puisse vivre dans la paix, dans la dignité et dans le respect de chacun. Et puis voilà, il y a quelques temps aussi, tous les mouvements citoyens évidemment sont les bienvenus dans l'Union, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait un mouvement bien actif, hein, ACT, à Molenbeek. Et donc voilà, on a décidé de travailler ensemble. Comme il dit, l'union fait la force. Et voilà, nous battons maintenant dans le bon sens du terme, nous battons pour que les citoyens soient écoutés, soient respectés, peu importe leurs origines, leurs convictions, qu'elles soient philosophiques ou religieuses, et surtout dans une ville comme Bruxelles, où 2 tiers des Bruxellois ne sont pas nés en Belgique. C'est la ville la plus cosmopolite du monde. Et donc voilà, c'est un défi donc, que Bruxelles a aujourd'hui. Et voilà, ce défi, nous essayons de le relever, montrer l'exemple pour le monde entier, comment toutes les communautés ensemble peuvent vivre dans le respect les uns des autres. Donc, si je comprends bien, si vous vous présentez, si vous avez fondé, créé cette liste Act Salam, c'est parce qu'aucun parti traditionnel ne correspond à vos attentes. C'est bien ça? Absolument, enfin, oui, ça c'est clair, donc c'est une question qui est directe. Je l'ai dit au début, en préambule, qu'effectivement les partis traditionnels ont failli réellement à se vivre ensemble. Quand, vous savez, avant de venir, j'ai regardé sur Facebook, il y a apparemment un sondage d'RTL qui est en train de passer, où les gens doivent dire oui ou non, est-ce qu'on est pour le port de signes religieux, en l'occurrence le port du foulard. Et encore une fois, on revient avec ce faux débat. Lorsque vous avez des partis politiques, et même des grands journalistes, ou plutôt des grandes télévisions qui posent ce genre de questions aberrantes, totalement aberrantes, qui n'ont pas leur place. D'ailleurs, le fait d'être d'une religion ou d'une autre, c'est dans la constitution belge, c'est dans les règles et dans je dirais, le droit le plus absolu de notre pays. Et donc, bien entendu que, personnellement, après autant d'années, j'étais agacé de chaque fois revenir vers des faux débats, au lieu de réellement s'orienter et de s'engager et de s'occuper de ce que réellement les citoyens ont besoin. Vous savez qu'à Bruxelles, 70% de Bruxellois sont pauvres. Et quand je dis qu'ils sont pauvres, lorsque vous terminez votre mois avec zéro sur votre compte, vous êtes pauvre. Hein. Vous devez attendre donc votre prochain salaire. Donc c'est que vous êtes pauvre. Et au lieu de s'occuper de la précarité et de s'occuper de ce que les citoyens peuvent avoir dans son assiette le lendemain, nous, on va plutôt, pas nous, hein, heureusement, mais ces partis traditionnels, pour la grande majorité, vont plutôt s'occuper des faux débats. Le port de signes religieux, on va en parler tout à l'heure, l'abattage rituel sans étourdissement. Ce sont des aspects qui sont plutôt dans la sphère, je dirais, privée. Et le politique, lui, doit plutôt, je dirais, s'occuper de ce qui, je dirais, porte le citoyen, le logement, on parlera tout à l'heure, combattre réellement la discrimination à l'embauche, trouver de l'emploi pour des gens, parlant de la mobilité. C'est vrai que Bruxelles est une ville qui, elle est convoitée, tant mieux, mais là aussi il y a des problèmes, mais qu'on arrête, s'il vous plaît, de toucher à ce qui est fondamental. La Constitution belge, c'est la liberté individuelle de chacun. Que chacun porte ce qu'il veut sur sa tête, que chacun puisse adorer qui il veut. Ce n'est pas du ressort des politiques. Mais alors, comment interprétez-vous ces discours et ces entraves à la liberté individuelle de chacun? Comment l'expliquez-vous? C'est du populisme. Je vais laisser aussi le mot, c'est vraiment du populisme. C'est vraiment de la distraction. Enfin, je veux dire, un problème économique, hein, il y a des problèmes sociaux, économiques, le logement, l'isolation, le climat, la mobilité, il y a plein de problèmes à résoudre dans une grande ville. Et puis ici, on fait des débats sur le voile, mais plus que ça, on fait des lois. On fait des lois pour empêcher les musulmanes, ou d'ailleurs, si d'autres d'ailleurs mettraient un voile, les juifs mettent aussi un voile, certaines chrétiennes africaines par exemple, elles mettent sous. C'est une mode, enfin, je veux dire, les femmes elles se coiffent comme elles veulent. Eh bien, on les refuse à l'embauche, on les refuse à l'école.
Et on fait des lois. Il y a des parlements qui s'occupent de ça pour distraire lorsqu'il y a un scandale financier autour d'une association sociale, par exemple, sans aller dans les détails, mais qui ont d'ailleurs coûté la tête, enfin qui ont coûté le poste à un dernier bourgmestre. Eh bien, on organise des débats autour des religions. Et maintenant, depuis quelque temps, donc tous les parlementaires en Wallonie, donc tous les parlementaires francophones, tous, hein, du premier au dernier, eh bien, de tous les partis confondus. De tous les partis politiques, hein, même en Flandre, eh bien, ils sont amusés à interdire l'abattage rituel, hein, l'abattage sans étourdissement. Et en visant donc les juifs, en visant les musulmans, mais c'est tout à fait inadmissible. Hein. Avec les juifs et les musulmans, ils sont occupés à combattre devant la Cour constitutionnelle, où je crois d'ailleurs qu'ils auront gain de cause, parce que c'est vraiment s'attaquer à la Constitution et aux droits fondamentaux des gens, de leur empêcher de vivre, enfin, leur religion, leur empêcher de vivre, manger comme ils le veulent. Enfin, c'est inimaginable. Et donc, il faut maintenant absolument qu'il y ait un mouvement politique qui écoute les citoyens et qui porte cette parole. Et donc vraiment, là où même certains partis traditionnels osent même dire qu'ils veulent défendre l'abattage rituel, alors qu'ils ont voté pour l'interdire, c'est vraiment le comble, hein, c'est le comble. Hein. Peut-être de la schizophrénie ou un double visage, je ne sais pas comment il faut dire ça. Mais nous avons un programme très clair où toutes les libertés individuelles, philosophiques et religieuses doivent être respectées, comme la Constitution. Et ça veut dire que si les juifs veulent manger kasher, ils y ont droit. Si les musulmans veulent manger halal, ils y ont droit. Et nous allons donc apporter ce débat, parce que ce débat viendra aussi à Bruxelles. Le MR l'a déjà annoncé il y a quelques mois dans les médias, qu'ils allaient aussi interdire l'abattage sans étourdissement à Bruxelles, pour ensuite d'ailleurs, disent-ils, en interdire la revente. Donc tous les magasins halal, tous les restaurants halal devraient fermer, parce que, je ne sais quoi, ils n'ont même pas vraiment de raison, juste pour distraire toujours des vrais problèmes économiques et sociaux, parce que là, il y a des problèmes à résoudre, bien entendu. Effectivement, moi j'aimerais rebondir sur ce point-là qui est essentiel. Pour ma part, il est vraiment essentiel. D'ailleurs, pour notre part, il est essentiel. Vous savez, le rôle des politiques, c'est de faciliter la vie du citoyen. C'est la seule préoccupation qu'un politicien devrait avoir, ou les politiques ou les partis politiques. Or, nos politiciens, vous savez, moi j'ai grandi dans ce pays. C'est vrai que je viens de la Flandre. Ik kan het ook verder niet Nederlands doen als je het wil. Dat is absoluut geen probleem. Wij zijn hier in dit land en ik ben hier opgegroeid. Et j'ai grandi réellement dans une frustration. Je ne suis plus frustré, heureusement, j'ai dû me battre pour ne plus être frustré. Mais la frustration, vous savez, c'est laquelle, c'est quoi? Ça n'a pas changé, vous savez, il n'y a que la couleur qui a changé, mais la forme a changé. Mais la frustration est toujours là. À l'époque, on me traitait de sale arabe. Sale arabe. Je parlais à peine l'arabe, mais on me parlait de sale arabe. J'étais sur une bicyclette un jour, j'étais adolescent, on a 12 ans pour éventuellement brûler un petit feu rouge. Il y a un agent de police, une féminine qui me fait tu te crois sur un chameau? J'avais jamais vu de chameau dans ma vie. Hein. Moi j'ai viens de cette classe, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai jamais vu de chameau et pourtant on me parle de chameau. J'avais pas compris tout ça. Vous savez, avec le temps, quand on grandit, et puis je me suis rendu compte que certaines personnes ont réellement un problème. Un problème avec... Moi j'appelle ça plutôt un petit esprit, on ne voyage pas beaucoup, et donc on se permet de rejeter l'autre parce qu'il est différent. C'est cette ignorance qui fait que les personnes rejettent l'autre. Et c'est ça ce que malheureusement, les politiciens, beaucoup d'entre eux, pas tous heureusement, et certains médias, ils jouent avec ça. Ils jouent avec justement ce phénomène de créer, je dirais, une divergence entre les peuples. Et ça, c'est du populisme. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, et plutôt que les politiques s'occupent à amener les gens l'un avec l'autre. Et que la différence, tu as parlé tout à l'heure de cette ville cosmopolite, on a plus près de 200 nationalités différentes, c'est réellement voir ceci comme un atout, comme une force. La diversité doit vraiment être une force. On a près de 180 ou 190 nationalités différentes, plusieurs centaines de langues différentes, mais c'est extraordinaire.
Bruxelles n'est plus du tout une ville bilingue seulement, c'est une ville qui est multilingue. On peut parler l'arabia, on peut parler le turc, on peut parler English, il n'y a pas de problème. We can speak in Deutsch, pas de problème. On peut parler l'allemand aussi. C'est le tamazirt. Pourquoi pas? C'est ça Bruxelles. Aujourd'hui, vous savez, je vais me répéter, ce que les politiques doivent faire, c'est de s'occuper des problèmes des gens. Et leur problème des gens, c'est la précarité. Ça peut être le logement, ça peut être plein d'autres choses. Parfois des choses très simples. Vous savez, il y a des gens qui me téléphonent pour tout simplement trouver une école correcte. Hassan, s'il te plaît, est-ce que tu ne sais pas me recommander une bonne école où mon enfant pourrait éventuellement s'épanouir? C'est bêtement lui donner un numéro de téléphone, une adresse, et je l'ai aidé. Parfois, ça se limite à ça. Et donc, voilà ce que le politicien doit faire au lieu de trouver ou de créer des problèmes entre les peuples. Ça, c'est vraiment très grave et même dangereux. Très dangereux parce que ça nous a amené à ce que nous avons vécu, pas seulement le 22 mars donc 2016, mais également ce qui a été fait très loin d'ici. Mais ça peut revenir aussi chez nous, hein, en Nouvelle-Zélande, et puis au Sri Lanka. Ben, demain, ça pourrait malheureusement, j'espère que non, mais ça peut arriver ici à Bruxelles, hein, dans nos métros. Est-ce qu'on va choisir quand ça explose? Est-ce qu'on choisit entre le blanc et le noir ou le jaune dans un métro? Une bombe ne choisit pas. Hein. On est tous sur un même bateau. D'ailleurs, Act Salem, c'est le bateau. C'est vrai, c'est dans la paix qu'on doit absolument. On est condamné pour vivre ensemble et dans la paix, c'est la seule solution. Lorsque vos détracteurs vous accusent d'être à la tête d'un parti ou d'une formation politique communautariste, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors écoutez, moi je suis très à l'aise. D'abord, je tiens à dire quand même, si la policière se reconnaît, il n'y a pas de chameaux au Maroc, c'est des dromadaires. Hein. J'y ai habité 7 ans, et d'ailleurs le seul endroit où j'en ai trouvé, c'est au zoo. Hein. Donc ils ne se promènent pas dans la nature. Les chameaux, c'est plus au Moyen-Orient. Mais ceci dit, j'aime les animaux. La question, pardon, communautariste. Certains vous accusent d'être communautaristes. Oui, alors qu'ils accusent, d'abord, ils connaissent mal la Belgique. La Belgique est un pays communautaire. Il est construit comme ça. Toute la constitution est autour de la communauté flamande, la communauté francophone, la communauté germanophone, et puis suite à la guerre scolaire aussi, la communauté juive, la communauté catholique, la communauté laïque. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des tensions en Belgique autour de certaines communautés. Alors la communauté musulmane, c'est la plus visible parce qu'elle est la plus nombreuse, mais ce n'est pas la seule. Il y a les évangéliques et il y a d'autres communautés chrétiennes africaines qui souffrent des mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle dans l'enseignement, vous savez, la guerre scolaire, on a créé différents réseaux d'enseignement pour donner le même enseignement à tous, mais pour y ajouter ce qu'on appelle l'éducation, parce qu'à l'école, ce n'est pas qu'un espace d'enseignement, c'est aussi un espace d'éducation. Et donc l'éducation juive et l'éducation catholique et l'éducation laïque, c'est pas la même, mais la Belgique garantit que chaque communauté a le droit non seulement d'envoyer ses enfants dans un enseignement communautaire où il se reconnaît, question d'éducation, et aujourd'hui, les musulmans, les évangéliques, certains même asiatiques, ils n'ont pas leur réseau scolaire, d'où des tensions. Il y a des musulmanes qui doivent se déshabiller devant la porte le matin avant d'arriver, enfin changer de coiffure, enlever leur voile, parce qu'évidemment le garde, il y a du vent, il y a de la poussière, il y a de la pluie dehors. Vous ne pensez pas qu'une jeune fille elle a besoin de se protéger les cheveux? Ma grand-mère qui habitait à Knock, elle avait toujours un voile, elle n'était pas musulmane, hein, donc ce voile, c'est une façon de se coiffer. Avec la météo qu'on a ici, parfois c'est vraiment indispensable, hein, mais il n'y a même pas un espace pour faire la prière, pour se laver les mains, les pieds. En Flandre, par exemple, il y a eu des politiciens flamands qui ont dit « interdit aux enfants de se laver les pieds à l'école ». Est-ce qu'il faut avoir des pieds qui puent pour être bon belge? C'est quoi cette mentalité? Donc je veux dire, il faut sortir de cette attaque contre les communautés et il faut laisser les gens vivre comme ils le veulent. Il y a en Belgique la liberté, non seulement d'être hors de prison, mais aussi de penser et de vivre comme on le veut. Ce n'est pas juste une liberté de pouvoir être dans la rue, hein. Il n'y a rien de spécial à ça, hein. C'est les voleurs qu'on enferme en prison. Mais il y a cette liberté de penser, cette liberté de pratiquer sa religion, en privé comme en public d'ailleurs,
Et donc, voilà, c'est à travers une société oui, où il faut donner de la place à toutes les communautés, en effet, et nous devons vivre ensemble dans le respect les uns des autres. Pourquoi certains ont leur réseau d'enseignement et les autres ne l'ont pas? C'est pas normal. Donc il y a des choses à corriger. Donc il y a des grandes réformes à faire encore, hein. Vous savez, même à Bruxelles. Allez à Bruxelles, vous imaginez que quand vous avez une carte d'identité en néerlandais, vous ne pouvez pas vous présenter sur un parti francophone et vice-versa. Alors que tous les électeurs, ils peuvent voter pour qui ils veulent. C'est quoi cette ségrégation, cette discrimination, un francophone, un néerlandophone? D'autant plus qu'ils peuvent aller changer la carte d'identité quand ils le veulent. Donc ça n'a aucun sens, évidemment, hein. Donc, je veux dire, il y a des choses, réellement, Bruxelles a beaucoup changé depuis 30-40 ans. Et donc, en effet, il y a une ouverture d'esprit que les citoyens ont déjà, pour la plupart, évidemment, mais que la politique n'a pas encore intégré, et notamment ce que la politique doit faire, on en parlera peut-être après, c'est la transparence, hein, c'est d'intégrer un petit peu la 4e révolution industrielle. Il faut que les pouvoirs publics soient maintenant connectés de façon électronique aux citoyens, pour que les citoyens sachent ce qui se passe et puissent donner leur avis sur tout ce qui se passe dans la gestion des affaires publiques. J'aimerais rebondir sur cette question qui est vraiment élémentaire. C'est que, oui, est-ce que notre parti politique ou notre mouvement est communautaire? Vous savez qu'aux élections régionales de Bruxelles, il y a 2 groupes linguistiques. Il y a le groupe linguistique néerlandophone et le groupe linguistique francophone. Déjà là, c'est communautaire. Déjà là, les néerlandophones sont poussés à aller voter les partis flamands, et les partis flamands, ils font aussi une campagne purement communautaire, parce qu'eux, ils vont aussi viser les Flamands. Est-ce que ça, ce n'est pas l'exemple pur du communautarisme? Nous, en tant qu'Act Salem, agir pour la paix, Handelen voor Vrede, Act for Peace, déjà là, on utilise minimum 3 langues, nous communiquons même en arabe et en turc et en allemand. Nous ne sommes pas communautaires, nous sommes un parti politique bruxellois, avec nos moyens, des petits moyens, on n'a pas des millions ou des milliards d'euros comme les grands partis traditionnels. Nous sommes là, nous agissons et nous essayons tout simplement non seulement de toucher tous les citoyens de cette région et de leur parler dans leur langue. Vous savez, pourquoi on doit être obligé de ne parler à Bruxelles que le français? Of alleen maar Nederlands. Pourquoi? Il y a des gens, il y a des mamans, il y a des papas qui ne parlent pas le français et qui sont belges et qui ne parlent pas le néerlandais mais qui sont belges. Ils parlent peut-être allemand ou anglais ou arabe ou turc. Eh bien nous, notre devoir, c'est quoi? C'est de communiquer. Et si je dois communiquer, même avec mes khabar, avec des gestes, eh bien je le ferai. Par le plus important, c'est quoi? C'est de communiquer avec les gens et de les aider. Car l'aide n'a pas de langue. L'aide n'a pas de langue. Et donc il faut arrêter. Donc c'est une très bonne question que j'espère que vos téléspectateurs et nos concitoyens donc vont comprendre, que finalement, le fait que si demain vous me voyez m'adresser en arabe ou en turc ou en rif ou je ne sais quelle autre langue avec quelqu'un, c'est parce que tout simplement c'est la seule langue que nous avons trouvée en commun pour pouvoir communiquer. Ce n'est pas communautaire, c'est le fait de communiquer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si on doit communiquer avec des gestes, ben on le fera. Avec les malvoyants ou les malentendants, on fait comment? Là aussi, il faut trouver une autre méthode de communication. Est-ce communautaire? Est-ce communautaire? C'est ça qui est vraiment très, très important. Je pense qu'il faut arrêter, il faut aller au-delà de tous ces clivages linguistiques, culturels, religieux, communautaires. On s'en fout tout ça. Je m'excuse de dire ce terme-là comme ça. Non, on s'en fout. Moi, vous savez, je dis souvent, on en a parlé encore la dernière fois, je dis, tu sais, Michel, moi quand je te vois, moi je suis daltonien, je ne vois pas ta couleur. Je ne vois pas de couleur. Quand je parle avec des hommes et des femmes, moi je vois un homme ou je vois une femme. Et sa couleur ne m'intéresse pas. Moi je vois l'intérieur, c'est le cœur, c'est l'esprit, et discuter entre nous. C'est ça qui est important. Maintenant, que je suis musulman ou juif ou chrétien, ça c'est de la sphère privée. Mais dans cet état-ci, je dois avoir le droit de pratiquer et d'adorer que je veux. Ce qui je veux, ça c'est mon droit. Mais je n'ai pas à l'imposer. Mais j'ai le droit de manger kosher ou halal à l'école. Et l'État, le gouvernement doit me permettre de vivre ma religiosité comme je veux. Au même titre que le chrétien, que le juif, que l'agnostique, que le laïc, que le musulman.
au même titre. Nous sommes tous des citoyens et nous devons être traités de la même façon. Et le deux poids, deux mesures, vous savez, M. Rachid, je le connais. Moi, j'ai grandi dans ce pays. Et il faut dire tout de même les choses comme elles sont. Vous savez, j'étais en classe un jour, un des profs, que je ne sais pas s'il est encore vivant. S'il est encore vivant, ben, je lui souhaite le meilleur. Et s'il est mort, ben, que Dieu ait son âme. Il m'a dit un jour, ta place n'est pas là. Ça veut dire quoi, ça, ta place n'est pas là? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ta place n'est pas là? En fait, je le remercie. Parce que vous savez, ce monsieur, par ce geste-là, qui était malheureusement discriminatoire, il m'a donné une force pour mieux étudier, pour être encore plus fort, pour terminer parmi les meilleurs de la classe. Mais pourquoi? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que vous savez avec moi, ça a marché de manière positive. Mais beaucoup d'autres amis, ça a fonctionné, mais dans le mauvais sens. Ils ont plutôt basculé dans le mauvais sens. Ah, ma place n'est pas là, ben dans ce cas-là, j'irai faire autre chose. Malheureusement. Vous savez, je peux raconter plein d'anecdotes comme ça, et ce problème de discrimination, ce problème de onverdraagzaamheid, donc l'inacceptation de l'autre, vous savez, ça a créé, et ça crée des frustrations. Et lorsqu'on crée une frustration chez un citoyen, qu'attendez-vous de lui? Qu'attendez-vous de quelqu'un de frustré? Ben, il va donner que de la frustration. Il va donner que de la négativité à la société. Nous devons, autant que politiques, garantir le bien-être et l'épanouissement de nos citoyens. Vous êtes issu donc d'un parti traditionnel, le SPA pour ne pas le citer. Vous avez donc une expérience au sein de ce parti traditionnel. Qu'est-ce qui vous a mis mal à l'aise au sein de ces partis et pourquoi n'évoluez-vous plus au sein d'un parti traditionnel? En fait, avant d'être au sein du parti SPA, j'étais dans un parti qui n'existe plus malheureusement, c'est Spirit. Spirit qui est un parti qu'à l'époque on l'appelait libéral de gauche. C'est un parti qui était centriste. C'est vraiment au centre même, un parti dans lequel je me plaisais bien. Je me plaisais bien parce que nous pouvions réellement dire ce que nous voulions. Pour ma part, je voyais vraiment qu'il y avait une réelle démocratie où les minorités avaient leur place. Et on ne s'occupait pas du tout de ce que les gens portaient sur leur tête, ou sur leur cou, ou la couleur de leur peau, ou leur origine. Pas du tout. On s'occupait plutôt de ce que les gens avaient besoin. Et ça, l'année passée déjà, j'ai voulu reproduire. C'est cette façon, c'est cette vision-là et cette approche-là que je voulais, moi, avoir dans notre mouvement l'année passée. Et c'est comme ça que nous avons aussi grandi ensemble, parce qu'on grandit ensemble, hein, et faire des choses ensemble. C'est-à-dire l'approche pour aider le citoyen. Et dans un parti traditionnel comme le SPA ou même n'importe quel autre grand parti politique traditionnel qui a plusieurs décennies derrière le dos, c'est que malheureusement il y a des habitués de postes et de mandats. Ils s'habituent trop à leur siège, à leur mandat, qu'ils ne veulent plus lâcher leur mandat. Même si il y a d'autres personnes ou d'autres militants ou d'autres candidats qui ont, je dirais, entre guillemets, la cote auprès du citoyen. Et si on voit que par malheur, il y a une candidate ou un candidat qui est aimé, qui est appelé ou qui est demandé par le suffrage universel, on va essayer de le bloquer. On va essayer de dire, profil bas, attendez, etc. Donc on voit malheureusement dans des partis traditionnels très souvent des militants ou des gens qui veulent réellement faire des choses pour les gens, on les voit comme un danger. Et quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a une certaine notoriété, c'était mon cas, je ne le cache pas. Tu sais Rachid, moi j'ai fait du journalisme je suis journaliste, réalisateur, producteur, j'étais sur les écrans pendant des années, j'ai une association depuis plus de 30 ans, j'aime ce que je fais, j'aime être au service des gens, j'aime écouter les gens, et donc entre guillemets, je ne passe pas inaperçu. Je suis petit physiquement, mais je ne passe pas inaperçu parce que, tout simplement, je suis actif. Je suis un activiste. Je dis toujours ce que je pense. Je peux parfois avoir tort, comme tout le monde, mais je dis ce que je pense. Je pense que j'ai le mérite, au moins, de ne jamais avoir une langue de bois. Jamais. Mais je peux me tromper. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de dire ce qu'on pense au sein des partis traditionnels? Non. Non. Et je vais même vous dire une chose. Merci en tout cas pour la réaction. Vous savez, j'ai attendu 3 jours après cette frappe horrible et terroriste, hein, je dis bien terroriste, hein, pas un meurtre, hein, terroriste et bien organisé, cette frappe de la Nouvelle-Zélande, où il y a eu 50 personnes qui ont été abattues, mais comme des puces dans leur lieu de culte. J'ai attendu 3 jours pour qu'il y ait au moins une réaction d'un
politicien d'un mandataire politique de confession musulmane. Il n'y en a eu aucun qui a réagi par rapport à cela. Même lorsque certains médias parlaient de meurtre, au lieu de parler de terrorisme, personne n'a réagi. Vous savez, à ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment ne pas laisser le siège vide. Il ne faut pas laisser le siège vide. On a une quinzaine de parlementaires, des secrétaires d'État, des ministres de confession musulmane, et lorsqu'on frappe cette religion, personne ne parle. Personne ne parle. Lorsque on frappe n'importe quelle autre religion, personnellement, dans mon petit siège, je parle, je dénonce. Que ce soit une frappe terroriste contre les juifs, ou une frappe terroriste contre les chrétiens, ou contre les musulmans, ou contre n'importe qui d'autre, ce sont des êtres humains. Et il faut donc traiter les gens exactement de la même façon. Et aujourd'hui, ce n'est pas une impression, c'est un fait. Vous savez, moi, je me souviens depuis la première guerre du Golfe, 1990, depuis ce moment-là, la communauté musulmane est stigmatisée. J'ai l'impression qu'on me voit comme une bombe à retardement. Hassan, pour le moment, tout va bien. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, il va sortir d'une autre porte, il va dire Allahu Akbar. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a même plus le droit de dire Allahu Akbar. Alors que Allahu Akbar, c'est un mot tellement sacré chez les musulmans. Moi, je parle, vous savez, aujourd'hui, maintenant, je parle de... Vous savez, on me dit, oui, mais Hassan, tu parles tout le temps des musulmans. Ben oui, aujourd'hui, je parle beaucoup des musulmans parce que c'est eux qui sont précarisés, c'est eux qui sont attaqués, c'est eux qui sont stigmatisés. Et c'est la raison pour laquelle je les défends aujourd'hui. Si demain, ce sont les chrétiens qui seront oppressés, ben, je serai en première ligne pour aussi parler en leur nom et les défendre. Si c'est les juifs, ben, je ferai pareil. Mais aujourd'hui, et depuis 1990, en tout cas en Europe et dans mon pays, ici la Belgique, le musulman est stigmatisé. Tu as parlé tout à l'heure du port du voile, on parle de manger halal, on parle de l'abattage rituel. Vous savez que dernièrement encore, on parle même d'interdire la circoncision. On la compare à la mutilation. Ah non, l'enfant, il faudra lui laisser le choix à 18 ans. Mais est-ce que vous avez parlé avec les théologiens? Est-ce que vous avez parlé avec ces communautés? Est-ce que vous avez parlé avec la communauté juive? Vous avez parlé avec les rabbins? Vous avez parlé avec les savants musulmans pour savoir que signifie la circoncision chez eux, chez les garçons? Est-ce que vous en avez parlé? Non, le politique va se mêler de la vie religieuse des gens. Mais c'est très grave. C'est vrai qu'on peut parler pendant des heures et des heures de ce fait gravissime. C'est, je dirais, l'ingérence dans les affaires religieuses des gens. Mais c'est très grave. Le politique qui rentre dans les affaires... Mais c'est très très grave. On peut en parler pendant des heures. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que, je me répète, il faut une réelle séparation entre l'Église ou la religion et la politique. L'État, la politique. Une séparation réelle. Et donc, on n'a pas à créer des lois, à inventer des lois pour interdire ceci ou cela, alors que ça rentre dans l'ordre de la religion. C'est tout. Monsieur Dardenne, comment expliquez-vous qu'il y ait autant de mandataires de confession musulmane au sein du Parlement régional et que les musulmans, les citoyens musulmans sont aussi malmenés? Comment expliquez-vous ça? Oui, c'est très curieux, mais je dois dire qu'il y a parfois cette telle hantise. On a tellement dit, ils doivent s'intégrer, ils doivent s'intégrer, ils doivent s'intégrer. Les pauvres, ils sont nés ici, de parents nés ici, et ça ne veut plus rien dire, ils doivent s'intégrer. Que finalement, ils sont presque à la demande, qu'est-ce que je dois faire pour être intégré? Parce qu'ils ne savent plus, et puis on leur dit, écoute, viens, on va te donner un petit job, un petit salaire, et puis tu fais comme on te dit. Et donc, moi je vois que finalement... il n'y a pas que les musulmans, vous savez, c'est comme ça avec les convaincus écologistes, c'est comme ça avec les convaincus sociaux. Qu'est-ce que vous croyez que c'est dans les syndicats? Les gens, on ne les écoute plus. Hein. Regardez les Gilets jaunes, est-ce que ça dépend d'une organisation syndicale? Je veux dire, les grosses organisations qui, soi-disant, et surtout politiques, qui, soi-disant, défendent les intérêts des citoyens, eh bien, ils ne défendent plus les intérêts des citoyens. Pour une raison bien simple, ils sont en quasi-faillite, comme d'ailleurs des tas d'entreprises. Il ne faut rien réinventer. Moi, je sors du monde des affaires, travaille dans des multinationales où j'ai vu des tas d'entreprises qui ont fait faillite parce qu'ils ne se modernisaient pas. Aujourd'hui, les entreprises privées doivent être en contact permanent, à la minute,
avec leurs clients pour savoir qu'est-ce que les clients veulent, est-ce qu'ils sont contents, mécontents. Et aujourd'hui, l'État ne fait plus ça. Les citoyens ne savent même plus ce qui se passe. Écoutez, quand aujourd'hui on veut aller savoir ce qui se passe dans une commission parlementaire, ben, il faut aller sur place à un horaire bien spécifique, il faut enlever la ceinture, vider les poches, enlever le manteau, les souliers, passer à travers des... Et puis là, on a quelques-uns, on peut écouter, on peut rien dire. Attendez, mais c'est tout à fait archaïque, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les commissions parlementaires, les débats publics, ne sont pas simplement filmés et à disposition à loisir sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce qu'un document public, mais essayez d'avoir, si vous voulez savoir par exemple, il y a telle association qui a reçu 120 000 euros. Ah, pourquoi ils ont reçu 120 000 euros et une autre pas? Ben, aujourd'hui, pour avoir tous les papiers, il faut aller à tel ministère, il faut aller à la Cour des comptes, il faut payer pour des photocopies, et chaque fois, il faut se déshabiller, passer à travers un sas pour montrer qu'on n'est pas armé. Je veux dire, c'est tout à fait vieux. Aujourd'hui, quand on doit voter pour quelqu'un, pendant 5 ans, on ne peut plus rien lui dire. Mais c'est quoi cette histoire? C'est l'ancienne structure. Nous sommes passés maintenant, les gens, ils ont tous leur smartphone, ils sont tous connectés, ils trouvent les vêtements, les souliers, la pizza comme ils le veulent. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas savoir quelles sont... Vous savez, les entreprises, par exemple, doivent publier leurs comptes tous les ans à la Banque nationale. Tout ça est public, tout le monde peut aller consulter quand il le veut. Et les villes, les régions, les communautés... Ben, ils ne publient pas ça. On ne sait pas c'est quoi le budget. Combien, par exemple, l'État dépense à tel ou tel investissement. Ben, je vous mets au défi d'aller le trouver. C'est extrêmement compliqué. Il faut payer pour le savoir. Ça veut dire que ces documents, finalement, cette information n'est plus publique. Et donc, en tant que citoyen, mais ce n'est pas question de musulmans ou pas musulmans, ça n'a rien à voir. Les citoyens ne savent plus ce qui se passe dans la gestion publique. Alors que des simples salariés dans une entreprise, ils connaissent mieux les comptes de leur entreprise où ils travaillent qu'ils ne connaissent les comptes de leur commune. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que la 4e révolution industrielle, elle doit rentrer dans les affaires publiques. Les politiciens dans les partis traditionnels, ils sont dans ce même vieux jeu, n'est-ce pas? Vous savez, en plus, regardez à Bruxelles, 2 tiers des Bruxellois ne sont pas nés en Belgique. Alors moi, je suis depuis l'âge de 12 ans en politique. Pourquoi? Parce que mon père était syndicaliste médecin. Et donc, il faisait des tas d'actions, il négociait, et donc il négociait forcément avec des partis politiques. Et donc moi, tout naturellement, les amis de mon père, ou les enfants des amis de mon père, je les rencontrais parce qu'on allait dans les mêmes écoles, dans les mêmes clubs de sport, etc. Et donc, on se connaît. Et donc, on se connaît depuis longtemps. Et donc c'est facile de rentrer dans un parti politique. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver ici, il va où? Il ne connaît pas les clubs où vont tous ces gens. Tout ça est très fermé. Ça veut dire que beaucoup de politiciens aujourd'hui, ils sont de père en fils, et puis ils vont aller en prendre quelques-uns là, qui ont un peu de succès dans les communautés. Des attrape-voix. C'est des attrape-voix vraiment. Hein. C'était des drapeaux pour dire votez pour nous, votez pour nous. Mais une fois qu'ils sont élus, moi j'en connais qui se battent notamment. Moi ça fait 5 ans que je me bats sur ce dossier de l'abattage sans étourdissement. En plus mon père était anesthésiste, il m'a toujours dit ils sont fous de fracasser le crâne d'un animal soi-disant l'étourdir. Il dit c'est pas étourdir ça, et en plus il dit non seulement l'animal souffre énormément, mais en plus la viande est mauvaise à manger. Hein, peu importe les raisons, mais ça veut dire que les commissions parlementaires ne font même plus de débats scientifiques. Ils n'ont pas invité de médecins parce que quand on mange la viande, c'est quand même pour notre santé à nous. Hein. Avant que ça soit pour la douleur ou la non-douleur animale, c'est d'abord pour notre santé à nous. Alors quand un médecin dit, et tous les médecins, demandez à n'importe quel médecin, un animal dont on a fracassé le crâne ou qu'on a électrocuté, ben il dit c'est mauvais pour la santé humaine. Pourquoi est-ce que les commissions parlementaires ne sont pas ouvertes? Pourquoi est-ce que nous, citoyens, on ne sait même pas si c'est discuté là? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, demandez un peu à un médecin? Pourquoi est-ce qu'ils ne tiennent pas compte de ça? Je veux dire, la technologie, elle est là. Elle pourrait être utile pour les échanges entre citoyens et politiciens. Et donc, c'est pas... Vous savez, n'accusez pas les musulmans de se défendre, ou les juifs de se défendre aujourd'hui par rapport aux attaques qu'on leur fait. C'est tout à fait malhonnête. Les gilets jaunes, vous savez que c'est tous des musulmans? C'est des gens qui n'ont plus de quoi survivre.
Et quoi, c'est une communauté? On va appeler ça une communauté aussi? Et puis les écologistes, quand ils réclament tous les étudiants qui disent, je devrais leur dire d'ailleurs, crier haut et fort qu'il faut maintenant isoler tous les bâtiments à Bruxelles. Le chauffage, c'est 40% du CO2. Ben pourquoi est-ce qu'on n'isole pas? Si on isole, vous savez, les investissements qu'on fait, d'abord ça va donner du travail ici, et si on isole, ben, ça va se rembourser tout seul avec l'économie d'énergie. Alors pourquoi on ne le fait pas? C'est quoi? On veut vendre de l'énergie? Donc, s'il y avait au Parlement que des gens qui vendent de l'électricité et du mazout, on pourrait comprendre qu'ils ne veulent pas qu'on isole. Mais à partir du moment où on a des représentants du peuple, ils doivent s'occuper du bien-être des gens, n'est-ce pas? Alors quoi, c'est la communauté des gens qui veulent avoir un logement isolé? C'est quoi cette histoire? C'est pas communautaire du tout. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont attaqués. Vous savez, les Africains, avec la peau brune ou noire, ils se sentent parfois aussi attaqués. Un étudiant, l'autre jour, j'entendais d'un étudiant, le prof est venu le féliciter de ses résultats. Il étudie pour pilote. On lui dit vraiment, tu deviendras commandant de bord. Mais retourne en Afrique, tu feras pas ici, tu feras pas long feu. Mais c'est quoi ces histoires? Ça veut dire qu'on dit à cet étudiant, tu es bon, mais tu vaux rien ici. C'est quoi ces histoires? Et qu'est-ce qu'il a fait l'étudiant? Il est d'une communauté? Quelle communauté? Alors oui, les gens qui sont comme ça discriminés, qui sont repoussés dans leur coin, finalement, ben oui, ils se regroupent en un groupe, on appelle ça une communauté, et puis on les accuse d'être communautaires. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Écoutez, je crois que vraiment il y a des problèmes aujourd'hui, il faut arrêter de parler du communautaire, il faut résoudre les problèmes qu'il y a pour les citoyens qui sont là. Et donc, nous ne sommes pas un parti communautaire, nous sommes un parti citoyen. Vous savez, on a toujours dit, est-ce que vous êtes à gauche ou vous êtes à droite? Eh bien moi je dis, aujourd'hui, c'est plus ça le débat. Aujourd'hui, c'est le débat, est-ce que vous êtes globaliste pour les grosses boîtes ou est-ce que vous êtes pour les citoyens? Et donc nous sommes un parti pour défendre les intérêts des citoyens et nous aimerions d'ailleurs beaucoup que le citoyen ait, à travers de nouvelles institutions, nous proposons d'ailleurs des réformes constitutionnelles pour que le citoyen ait plus à dire dans le processus législatif. Les citoyens, ils ne sont pas plus idiots que les élus, hein. C'est souvent d'ailleurs le contraire. Parmi les citoyens, il y a des médecins, des avocats, il y a des gens, des SDF, ils savent mieux ce que c'est que d'être SDF que n'importe quel des politiciens qui n'ont jamais été SDF. Hein. Donc, je veux dire, il ne faut pas parler de communautaire, c'est le faux débat. Le vrai débat, c'est qu'il y a des problèmes à résoudre et les formations politiques aujourd'hui ne fonctionnent pas, elles font faillite. Le creux est énorme entre les citoyens et la politique aujourd'hui, et donc c'est ce que des mouvements citoyens comme les nôtres veulent résoudre. Justement, on en vient. Quels sont justement, pour pallier à cette situation, quels sont les points forts de votre programme pour pallier justement à ces problèmes que rencontrent les gens? Écoutez, on a bien sûr un programme, comme n'importe quel parti politique ou mouvement politique. En tout cas pour les élections régionales, nous avons fait 7 ou 8 points qui nous semblent vraiment très très importants. Par ordre chronologique, nous avons de manière consciente commencé par l'enseignement, donc l'enfant, donc c'est l'avenir, c'est vraiment très très important. Et pour Bruxelles, c'est vraiment particulier. Bruxelles, c'est une ville bilingue, on parle français et néerlandais au niveau officiel, une ville cosmopolite, donc le multilinguisme, et nous voulons que toutes les écoles soient au départ bilingues, et bien sûr ouvertes sur toutes les autres langues, et que Bruxelles soit vraiment l'exemple pour le pays entier, où il n'y aura plus de problème de néerlandais, français ou allemand. Vous êtes pour la régionalisation de l'enseignement? Absolument. Nous voulons qu'il n'y ait plus du tout, je dirais, l'enseignement néerlandophone et l'enseignement francophone. Déjà, par rapport à l'enseignement néerlandophone que je connais bien, moi, mes enfants vont dans l'enseignement néerlandophone, moi-même je suis néerlandophone, j'ai suivi l'enseignement néerlandophone, et donc Bruxelles connaît une pénurie quant aux professeurs néerlandophones. Au sein même, effectivement, nous voulons un enseignement bilingue au départ, dès la maternelle, crib, donc vraiment dès la crèche. Il a été prouvé par plusieurs études scientifiques qu'un enfant peut assimiler très rapidement, et même très très jeune, au moins 4 langues. Au moins 4 langues. Bruxelles est franchement un atout extraordinaire où il y a une multitude de langues, en commençant déjà par le néerlandais et le français. Vous parlez le français, vous parlez déjà toutes les langues latines quasi.
Vous parlez le néerlandais, vous avez toutes les langues germaniques de l'autre côté, allemand, suédois, anglais, toutes les langues scandinaves. Hein. Dès que vous parlez le néerlandais, vous avez une facilité extraordinaire de parler ces langues-là. Et donc, l'enseignement est vraiment très, très, très important. À côté de ça, donc après l'enseignement, donc la personne a son diplôme, ben, il faut, bien entendu, créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi. À Bruxelles, il y a de l'emploi. Mais il faut avoir aussi la formation adéquate. Mais à côté de ça, il faut aussi combattre un phénomène terrible, le cancer humain, c'est la discrimination d'embauche. Ça, c'est vraiment terrible. On pourrait aussi en parler pendant des heures. Réellement, oui, on peut trouver plein de possibilités, genre des curriculum vitae anonymes, enfin des systèmes de ce genre pour pallier à ce problème-là. Et puis pour créer de l'emploi à côté de ce qui existe déjà dans le privé ou dans le public, Michel a parlé tout à l'heure d'isoler les bâtiments. Vous savez, donc il y a quelques années d'ici, j'avais fait un reportage sur les bâtiments et les maisons vides de Bruxelles. Il y avait à l'époque, donc il y a une dizaine d'années d'ici, près de 30 000 bâtiments vides abandonnés. Pour une raison ou une autre, où on ne trouve plus de personnes, les personnes trop âgées ne peuvent pas s'en occuper, ou des personnes n'ont pas les capacités de pouvoir les rénover, ou parfois même, il y a même des spéculations dans certaines choses. Donc c'était il y a 10 ans d'ici. Aujourd'hui, on parle de près de 50 000 bâtiments vides ou abandonnés. Et à côté de ça, il y a plusieurs milliers de demandes de logements sociaux. Des gens qui ne savent pas où habiter. Je connais personnellement des gens, des familles, entre 5 à 7 enfants, vous vous rendez compte, qui vivent dans des appartements d'une chambre. Ils sont entassés, on pourrait faire une visite comme vous voulez, chez Rachid, hein, sans aucun problème, image à l'appui. Et ces gens-là, les pauvres, ils sont tellement chaleureux qu'ils vont nous accueillir, on va même leur dire pour la bonne cause, est-ce qu'on peut filmer? Ils diront même oui. Vous serez vraiment choqués. Vraiment choqués. Et donc on a plusieurs dizaines de milliers de bâtiments qui sont vides. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors ce que nous disons, c'est que, il faudra absolument mettre les moyens pour rénover ces bâtiments. Non seulement ça va régénérer de l'emploi, nous voulons à ce moment-là, bon, bien entendu, que la région puisse subvenir à ce projet et, je dirais, encourager et motiver les sociétés bruxelloises, des entrepreneurs bruxellois, à prendre ce genre de chantier. Là, il y a plusieurs dizaines de milliers d'emplois qu'on peut créer en quelques années. Donc, d'une pierre deux coups, comme on dit, donc non seulement en rénovation, la rénovation va engendrer de l'emploi, l'isolation, pareil, comme a dit Michel tout à l'heure, on régénère de l'emploi, et quatrièmement, on va aussi créer de logements. Et si je peux rajouter, la reprise économique, vraiment. Vous parlez de communautés à Bruxelles. C'est vrai qu'à Bruxelles, il y a plein de communautés. Il y a, je crois, près de 200 000 Français ici. Parfois, moi, je parle aux Français. J'ai dit, allez, la communauté française, hein, les Français, donc, de nationalité. J'ai dit, si on organisait le 14 juillet à Bruxelles, est-ce que vous iriez encore à Paris? Ah non, il dit, on invite notre famille, on invite nos amis. Pourquoi on ne fête pas le 14 juillet à Bruxelles? Il y a 200 000 Français, on ne fête pas ça à Bruxelles? Mais ça n'a aucun sens. Ça pourrait rapporter de l'argent qui viendrait ici, de l'extérieur. Vous parliez de la communauté musulmane. Écoutez, il y a près de 2 milliards, 1 milliard 700 millions ou 2 milliards de musulmans dans le monde qui n'ont pas de congé à Noël et qui n'ont pas de congé à Pâques. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des fêtes musulmanes? Mais vous imaginez le nombre de touristes que ça pourrait ramener? Et qui financerait les rénovations immobilières, l'extension immobilière, qui donnerait... Il y a près de la moitié des Bruxellois qui sont musulmans, mais tout de suite ils vont se mettre en route, ils vont organiser, ils vont faire venir des compatriotes à eux. Donc, je veux dire, il y a plein de bonnes idées autour. Par exemple, le marché de Noël, hein, le marché de Noël, on pourrait mettre un marché de Eid ou un truc comme ça. Voilà, absolument, le marché de Noël, il est très bien. Hein. Alors, bon, ici, les musulmans, ils prennent congé pendant 15 jours, hein. Ils prennent encore 15 jours à Pâques. Hein. Et déjà, les pauvres, on ne leur donne pas un jour de congé pour leur fête à eux, donc c'est assez communautaire, je dirais, comme comportement. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toute cette matière première ici? L'industrie, c'est fini ici, hein. C'est fini. Aujourd'hui, c'est la population, cette population tellement diverse, c'est elle qui est la vraie matière première de Bruxelles. Donc non seulement on a un défi de faire un modèle où tout le monde
va vivre ensemble. Et là, je crois que le modèle communautaire belge est très favorable, sauf qu'il y a encore des petites corrections à apporter, avec les nouvelles communautés notamment. Mais il y a ce défi économique aussi. C'est que nous pouvons regarder vers l'avenir et développer le tourisme à Bruxelles. Vous savez, Bruxelles est une superbe ville. Hein. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde. J'ai habité aux États-Unis, en France, au Maroc, au Portugal. Mais Bruxelles est magnifique. Hein. C'est une très belle ville. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas venir plus de touristes ici? C'est quoi? C'est de l'argent sale quand il vient des pays musulmans? C'est quand même... Il n'y a aucun désavantage. Il n'y a que des avantages à utiliser, à mettre à la lumière, de faire épanouir ici toutes ces différentes communautés. Les Congolais, il y a combien de Congolais ici? Pourquoi on ne fait pas des fêtes comme ils le font chez eux? Pourquoi on ne fait pas ces fêtes ici? Il n'y a pas que, il y a plein de nationalités ici à Bruxelles. Donc c'est une mine d'or. C'est une mine d'or et quand on va en parler aux politiciens, moi-même j'ai déjà rassemblé des signatures pour aller proposer ça au conseil communal à Bruxelles. Hein, parce que on peut, disent-ils, on peut en tant que citoyen se prendre la parole. Alors d'abord, on a la parole 10 minutes. Hein, c'est pas grand-chose, même si certaines communes dépassent. Mais surtout, c'est même pas un débat. Les autres y répondent, ils prennent 2 heures et puis on n'a même pas le moyen de répondre. Donc c'est pas toujours un débat, un vrai débat. Mais moi j'ai proposé. Et qu'est-ce qu'on répond? Ah ben on me répond non, c'est pas de la compétence de Bruxelles. Donc une réponse vague qui veut rien dire. C'est pas de la compétence de Bruxelles d'organiser des fêtes à Bruxelles. C'est la compétence de qui alors? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Tout ça parce qu'ils veulent toujours y mettre, c'est dans leur tête à eux, ils veulent toujours y mettre un aspect communautaire. Moi, je dis aujourd'hui, les partis traditionnels doivent se laver de ce discours typiquement anti-communautaire. Que ça soit antisémite ou que ça soit anti-musulman, il faut que ce discours disparaisse. Vous savez qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics financent la presse qui n'arrête pas de faire des amalgames. Ils montrent des bombes, et puis au loin on entend Allahu Akbar. C'est quoi ça? Enfin, vous êtes journaliste, vous savez très bien que c'est des techniques, d'ailleurs tous les citoyens ils savent très bien qu'il y a des techniques pratiquement subliminales de faire passer un mauvais message. Mais il faudrait des punitions financières pour la presse qui fait des choses pareilles, parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours, sont pas toujours des saints. Hein. Non, nous avons une richesse, nous avons beaucoup de communautés à Bruxelles. Et comme disait musulman, alhamdoulilah, hein, et c'est très bien, c'est très grâce à Dieu, c'est très bien pour tout le monde. Et d'ailleurs, les citoyens s'en accommodent très bien. Moi, je vois des ruptures de jeûne pendant le ramadan. Même le roi, il est allé rompre le jeûne avec des musulmans à Gand. Hein. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas un ministre qui fait ça? Parce que ce n'est pas le roi qui fait de la politique normalement en Belgique. Hein. Mais je trouve que c'est un beau geste. Mais pourquoi est-ce que le Premier ministre, il ne va pas rompre le jeûne avec des musulmans? Est-ce que ce n'est pas un message à passer pour dire, voilà, vous êtes chez vous ici et nous vous aimons? Comme d'ailleurs, les chrétiens, parfois, ils invitent des voisins musulmans à Noël ou à Pâques. Hein. Je veux dire, ces échanges sont absolument merveilleux et c'est vers ce modèle de société-là que nous voulons aller parce qu'il est déjà présent dans les citoyens et nous voulons apporter, en tant que mouvement citoyen, nous voulons apporter ça dans la gestion des affaires publiques, à travers d'ailleurs toute une série de réformes que j'ai qualifiées de constitutionnelles, parce que là nous avons vraiment de bonnes idées pour que les citoyens aient plus à dire en politique. Oui, effectivement, le citoyen, si nous pouvons réellement arriver à sensibiliser le citoyen à être, je dirais moi, politisé. Être politisé, c'est le fait, c'est ne pas faire partie d'un mouvement politique ou d'un parti politique, mais être concerné par la gestion publique, être concerné par la politique. Et ça, c'est vraiment très, très élémentaire et très important. En tout cas, le citoyen, par cette voie-là, il va arrêter, en tout cas, les politiciens vont arrêter de le considérer comme un mouton. Car le citoyen n'est pas un mouton, ce n'est pas quelqu'un qui suit. Ce n'est pas quelqu'un qui suit. Mais il se dit, mais bon, à quoi bon? Ce qui est un peu dommage, c'est que souvent les citoyens disent, à quoi bon faire ceci ou à quoi bon faire cela? Et vous savez, je suis assez actif sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, et une personne m'avait dit, oui voilà, mais Hassan, à quoi sert encore un mouvement politique, encore un parti politique, à quoi sert-il? Les autres sont déjà là et rien ne changera. Alors je lui ai dit, ma réponse était que tout simplement, vous savez, Martin Luther King, lui,
Il est mort il a 40 ans. Il avait un rêve. I have a dream. Son rêve, c'était justement de vivre sous un seul toit, dans une certaine harmonie, un certain amour, solidarité, etc. Qui aurait dit qu'après sa mort, et 40 ans plus tard, le président américain serait noir? C'était ma réponse. Donc aujourd'hui, nous, on ne dit pas que nous allons changer le monde avec une baguette magique, ni même faire une révolution intellectuelle directement. Mais probablement que le résultat de ce travail pour les citoyens, on le verra dans 50 ans. Je ne serai plus là, ni moi, ni toi, ni vous. Mais probablement, j'espère que nous sommes sur la bonne voie, et que probablement dans 50 ans, il y aura le résultat. Comme Martin Luther King, qui a été malheureusement abattu lâchement, parce que tout simplement il disait avec paix, nous sommes semblables, et que nous avons un seul sang qui coule dans nos veines. Il est de la couleur rouge, tout simplement. Et donc, pour revenir maintenant à notre programme, c'est que, bien sûr, nous avons beaucoup parlé de communautaire, et nous avons développé ensemble que finalement, nous sommes une multitude de communautés intercommunautaires, nous sommes ensemble, et même les familles, c'est des communautés. Chaque famille vit différemment. Au sein même de ces communautés, vous avez, que ce soit la communauté flamande, chacun a ses habitudes. Donc c'est un peu, c'est logique, et donc il est clair que c'est totalement un faux débat que de s'attarder là-dessus. Mais on doit s'attarder sur, bien sûr, la création d'emplois, s'attarder sur la mobilité. Vous savez, Bruxelles, c'est une belle ville. On veut attirer, bien entendu, donc des touristes de tout genre, qu'ils soient, peu importe la couleur, peu importe le pays. Bref, nous voulons créer une certaine synergie et un dynamisme économique, parce que le dynamisme économique est la base même de la création d'emplois, avant même que ce soit le gouvernement bruxellois qui le crée. Ce sont les indépendants, les commerçants, les PME. Eux sont les premiers créateurs d'emplois. Vous savez, quand vous aidez donc une personne à devenir indépendante, ben vous avez déjà sauvé un emploi, le sien, et une famille. Et puis, si ça fonctionne bien, etc., ben il va engendrer d'autres, je dirais, d'autres personnes, donc employés ou ouvriers, et vous aurez aussi une création d'emplois d'une manière indirecte. C'est une roue économique qui tourne. Et donc, il faudra trouver aussi, en parallèle, une solution à la mobilité. La mobilité est réellement un problème. Nous roulons tous, je pense ici, en voiture. Personnellement, comme je viens de Flandre, j'ai aussi le vélo dans mon estomac, où je suis né avec mon vélo. Et donc, je pense que parfois, on doit aussi se dire qu'il y a d'autres moyens de transport que la voiture. Il ne sert à rien, pour ma part, lorsque je suis seul et que je dois faire un déplacement de A à B, de prendre la voiture. Il y a les transports en commun, il y a le vélo, et pour le vélo spécifiquement, nous aimerions qu'il y ait des pistes cyclables partout, dans tout Bruxelles. Ça va prendre ce que ça prendra comme temps, mais qu'il y ait des pistes cyclables, claires, avec des couleurs qui sont là, qui sont, je dirais, effervescentes, et pour qu'on puisse garantir la sécurité du cycliste. Et à côté de ça, et en parallèle, il faudrait faire une campagne de sensibilisation avec les automobilistes. Parce que les automobilistes, eux, ne sont pas anti-vélo ou anti-motocycle. Non, c'est que tout simplement, Bruxelles n'a pas été à l'époque préparé aux cyclistes, et l'automobiliste, lui, n'a pas l'habitude d'avoir, si vous voulez, un motocycle ou un cycliste qui viennent par la droite. Tout simplement. Il faut tout simplement une campagne de sensibilisation et faire en sorte à ce qu'il y ait un aménagement pour les cyclistes. Parce que franchement, c'est super agréable d'être à vélo à Bruxelles, et surtout lorsqu'il fait beau. Et à vélo, on a le temps même de voir les beaux monuments que nous avons sur Bruxelles. Hein. Vous savez, encore le 1er mai, d'ailleurs on était ensemble, Michel et moi et nos enfants, on a fait une petite balade à pied. Ben, à pied, c'est aussi un moyen de locomotion. Eh ben, nous avons découvert des fresques extraordinaires derrière des arrière-maisons, donc des artistes qui ont fait des choses, des messages super beaux. Et donc, il y a des moyens, donc il y a le vélo, il y a à pied, le motocycle. Nous voulons absolument de la gratuité de transport en commun pour, bien sûr, les invalides, je pense que c'est déjà le cas, pour les pensionnés, c'est déjà le cas, pour les étudiants, jusqu'à la fin de leurs études, pas 18 ans, mais jusqu'à la fin de leurs études, et pour le chômeur. On demande aux chômeurs chômeur, oui, le demandeur d'emploi, écoutez, vous devez vous bouger, hein, il faut aller chercher du travail. Mais faites un exercice en allant chercher du travail à pied, et vous prenez le transport en commun. C'est 2,10 €, donc le billet, vous avez 1 heure. Ah ouais, c'est chronomètre. Hein. Il vous faut minimum 10 € pour faire 5 sociétés. 10 € par jour. Le compte est très vite fait. Hein. Un demandeur d'emploi n'est pas capable de payer ça. Et donc il faut un abonnement, il faut absolument un abonnement gratuit
pour ces gens-là. Il y a déjà un abonnement pour les personnes qui sont inscrites au CPS, ça oui, mais nous voulons absolument la gratuité pour les demandeurs d'emploi. Ça va être très important. Je te laisse continuer encore un point suivant. Mais, écoutez, vous savez, en réalité, c'est pas que nous sommes brusquement un mouvement, un parti de génies qui vont trouver des tas d'idées. En réalité, c'est parce que, moi en tout cas, ça fait 2 ans, de façon hebdomadaire, on rencontre des citoyens de tous horizons, de tous profils. Et en réalité, les citoyens savent ce qu'ils veulent. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Le problème aujourd'hui, vous savez, parfois vraiment, parfois je me demande, mais comment est-ce que je dois le dire? Comment est-ce que je dois le dire? Comment est-ce que les gens qui votent, ils votent pour... On parlait des musulmans. Il y a des musulmans qui savent très bien que les partis traditionnels leur interdisent le voile, leur interdisent de manger comme ils le veulent. Mais contre une petite promesse, ils votent quand même pour ces partis traditionnels. Moi, je ne sais plus comment je dois le dire aux gens, mais je dis, écoutez, on vous roule dans la farine. Mais c'est comme ça aussi, vous savez, parfois on fait des tas de promesses. Ah, on va faire, on va plus avoir de pollution, on va faire beaucoup d'espaces verts. Vous savez, il n'y a rien qui bouge. Hein. Ils ont beau être au pouvoir, il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont interdit les vieilles voitures à Bruxelles. Mais quelle mesure antisociale, mais c'est scandaleux. Ça veut dire que les pensionnés qui ont une vieille voiture, peut-être une voiture qu'ils utilisent 1 ou 2 fois par semaine, leur sortie hebdomadaire, elle consomme peut-être 6 litres ou 100 km, eh bien ils doivent vendre leur voiture, ils ne peuvent pas en racheter une. Ils n'ont pas l'argent. Alors que des gens qui ont des grosses voitures de société, qui n'habitent même pas à Bruxelles, qui ont une grosse bagnole qui consomme 10 litres, 12 litres, eux, ils peuvent venir à Bruxelles, venir boucher nos rues et venir empester Bruxelles. Les camions, les bus, même les avions, ils sont tous exemptés de ces mesures. Là, ça peut être des vieux bolides. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que les bateaux qui arrivent à Bruxelles? Ça peut être des vieux bolides. Pourquoi est-ce que ce sont de nouveau les pauvres qui doivent payer? Et puis alors ils disent qu'ils sont écolos. Mais c'est pas sérieux, dites. C'est pas sérieux quand même. Est-ce qu'une mère de famille qui a 2 petits bébés et un enfant qui doit aller à l'école, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse le bébé tout seul à la maison et elle apporte son fils au tram? Enfin, je veux dire, il faut être un peu réaliste. Cette femme, elle a besoin de sa voiture. Pourquoi est-ce que Bruxelles doit être bondée de voitures de société, de gens qui habitent à l'extérieur? Ça n'a aucun sens. Ils ont essayé ça à Londres aussi, hein, de taxer les voitures, on va de trouver une façon financière de décourager les voitures. Mais c'est une catastrophe, ça veut dire que tous les riches, ils empestent Londres, ils bouchent Londres, et les pauvres, ils n'ont plus de moyens de se déplacer. Donc ce que je veux dire, c'est que... Et les gens, ils savent ça. Hein. Moi, je n'invente pas tout ça. Hein. C'est les citoyens qui viennent chez nous, qui disent, les verts nous roulent, les rouges nous roulent, les bleus nous roulent. Tous les partis traditionnels, ces gens se sentent roulés parce qu'on ne les écoute plus. Et c'est pour ça que ce n'est pas les partis politiques qui doivent écouter les citoyens. Il faut trouver des moyens pour que l'État écoute. Que l'État, de façon officielle, vous savez, on parle parfois des assemblées tirées au sort. Hein, comme ils ont fait, d'ailleurs ils ont fait un conseil maintenant à la région bruxelloise de citoyens. Mais ces citoyens, ils sont tirés au sort, oui, ils ne sont pas payés pour venir faire ce travail de conseiller, et ils doivent se déranger, donc quand ils ne viennent pas, ils ne viennent pas, ils ne sont pas toujours motivés, et puis en plus tout se passe dans le plus grand secret. Ça veut dire que on ne sait pas ce qu'ils débattent. On ne peut pas poser des questions en tant que citoyen. On a tous un GSM, on peut poser des questions aux plus grands savants. Moi, je suis des conférences universitaires aux États-Unis, par exemple sur le réchauffement climatique. Je pose des questions en direct, hein, je pose des questions en direct. Ou même en différé. Enfin, les profs, ils ont fait une conférence, et puis pendant des mois ou des années, on peut poser des questions et y répondre. Pourquoi est-ce que l'État ne peut pas faire ça? Quel est le problème que l'État ne fasse pas ça? La technologie, elle est là. Enfin, tout le monde l'utilise. Même les gens qui travaillent à l'État. Mais pas pour la gestion des affaires publiques. Là, c'est des papiers, c'est des procédures lourdes. Il faut se déshabiller chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment officiel. Attendez, c'est pas sérieux, quoi. Donc, il y a vraiment des réformes constitutionnelles. Le fonctionnement de l'État doit être modernisé, comme toutes les entreprises, d'ailleurs, ont dû faire, et à la grande satisfaction de tous les clients. Oui, c'est vrai que par rapport à la mobilité, par rapport aux effets de serre, par rapport au CO2, etc., il est clair qu'il y a énormément de voitures à Bruxelles. Ça, nous le savons. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il y a aussi
important de savoir que les familles, surtout les familles nombreuses, ils ont besoin d'une voiture. C'est pas possible autrement. Donc vous avez des enfants de bas âge, donc parfois il peut y avoir des situations, un enfant il a 39 de fièvre, 40 de fièvre, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un taxi, ça pourrait même parfois être fatal et trop tard. Donc il faut une voiture dans une famille. Nous disons aussi que voilà, il n'est pas non plus normal d'avoir 4-5 voitures dans une seule famille. Ça existe aussi. Il faut aussi dire les choses, parfois vous avez 3-4 voitures qui ne sont pas réellement nécessaires et qu'une peut faire l'affaire. Là aussi je pense que il y a une discussion à avoir avec les citoyens. Finalement, trouvons une solution ensemble. Trouvons une solution ensemble pour le... Nous avons des idées, bien entendu, nous avons des idées que nous voulons partager avec les citoyens, à savoir pourquoi avoir autant de voitures dans une famille. Pourquoi ne pas avoir une seule? Ou réduire les 4 voitures de la famille à 2 voitures. Ça, c'est vraiment élémentaire. Et puis, habituer plutôt les gens à utiliser d'autres moyens de transport. Comme on en a parlé, ça peut être le vélo, ça peut être et surtout encourager les gens à prendre le transport en commun qui est franchement très bien. Hein, le transport en commun bruxellois, il ne faut pas le nier, il est très bien. Par rapport à d'autres villes, le transport en commun, on peut toujours l'améliorer. Bien sûr, on va l'améliorer si on a les capacités, mais déjà ce que nous avons, c'est déjà très bien. C'est vraiment déjà très bien. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, tu as énormément parlé sur la transparence. Ça c'est clair, je ne vais pas le répéter, mais le citoyen doit absolument être, je dirais, pas seulement mis au courant, mais il doit avoir cet accès facile de pouvoir se documenter, de pouvoir s'informer sur site. S'il y a un débat dans les commissions parlementaires, que ce débat-là soit tout simplement diffusé d'une manière directe, en streaming, si c'est un conseil communal, pareil, pour que les gens sachent aussi au préalable quel est l'ordre du jour d'un conseil communal, quel est l'ordre du jour des commissions parlementaires ou de la commission plénière. Ce sont des éléments qui sont, pour ma part, élémentaires. En 3 minutes maximum, pouvez-vous vous adresser aux citoyens et de manière à leur donner les raisons de voter le 26 mai pour la liste Acte Salem? Voilà. Oui, écoutez, les raisons, on les a dites ici, mais vraiment en quelques points. Vous êtes les citoyens et vous avez le choix. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez ce choix de dire qui va aller à la gestion des affaires publiques et quel programme aussi, programme va être mis en place. Alors, donc moi je dis attention aux fausses promesses. Il y a plein de candidats. Vous savez, dernièrement il y a eu une polémique de gens, de partis, ils ont voté des lois en Wallonie pour interdire l'abattage sans dessourdissement, et maintenant les chefs ici, ils disent non, nous sommes pour autoriser. Donc attention à ce double langage. Je ne sais pas si c'est des partis qui se scindent, la Wallonie, la Bruxelles, où ils font 2 partis différents, mais enfin officiellement ils sont au même parti. Et donc je dis attention, ne votez pas simplement pour un copain, parce que si ce copain il est dans un mauvais groupe avec un mauvais programme, mais vous votez pour ce mauvais programme, c'est pas pour le copain que vous votez. Et donc je dirais même aux copains qui sont figurants, qui disent pour attraper des voix, attention, n'allez pas dans n'importe quel parti attirer des voix, faites attention au programme. Et chez Acte Salem, la liste 24, nous voulons écouter les citoyens, nous voulons que l'État écoute les citoyens et que les citoyens aient plus d'influence dans le processus législatif. Donc aujourd'hui, tous les problèmes qui sont les problèmes des citoyens, nous les avons résumés. Vous pouvez aller voir sur notre site internet actsalem.be. Donc vous pouvez aller les voir. On a mis un peu de texte, mais les gens qui n'aiment pas lire beaucoup de programmes, sachez que ce programme émane de citoyens comme vous et moi. Et donc c'est ça que Acte Salem représente. Nous sommes là pour faire un acte de paix les uns envers les autres et pour vivre ensemble dans la joie et l'épanouissement à Bruxelles. Merci Michel. Pour ma part, comme je dirais porte-parole et président de ce beau mouvement politique, c'est que personnellement je n'ai absolument rien contre les partis traditionnels. D'ailleurs les partis traditionnels seront toujours là. Aujourd'hui, demain et après-demain et dans 100 ans. Ça c'est sûr. Mais ne négligez pas du tout les nouveaux partis comme les nôtres, émergents. Nous sommes là réellement pour un changement au sein même de ces partis traditionnels qui parfois ont des doubles discours ou souvent n'écoutent pas le citoyen. D'ailleurs, nous l'avons vu
à maintes reprises, à maintes manifestations, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de gens sont sortis dans les rues. Qu'a fait le Premier ministre? Qu'a fait la majorité? Comme ça, et comme ça. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont tout simplement sorti des lois, adopté des lois, sans même prendre égard ou entendre ou écouter la réaction des citoyens. Les citoyens sont révoltés, les citoyens sont frustrés, les citoyens sont dans le besoin, les citoyens sortent dans les rues, mais on ne les écoute pas, on va adopter autre chose. Et donc nous disons tout simplement, votez la liste 24, acte Salem, parce que nous avons un programme, nous sommes engagés, nous sommes ambitieux de pouvoir vous aider. Un élément très important, si nous réussissons à, je dirais, pousser tous ces partis traditionnels et tous les autres partis à le respecter, c'est tout simplement garantir la liberté individuelle, philosophique et religieuse de nos citoyens. Car vous savez, un citoyen totalement épanoui, il va donner du positif. Un citoyen frustré, un citoyen qui est, je dirais, serré, qui est asphyxié dans ce qu'il est, dans son identité, eh bien, il ne donnera que du négatif. Et si nous pouvons réussir au moins ce point-là, car c'est la base même je dirais, d'une société, quelqu'un d'épanoui, c'est quelqu'un qui va donner, quelqu'un qui va être prospère dans sa façon de réfléchir. Il pourra donc donner du positif. Donc, chers amis, moi je vous dis que nous avons des éléments très très importants, comme, je vais le répéter car c'est essentiel pour les communautés, ce sont des faux débats bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas que ce soit un débat, personnellement, ni notre mouvement politique. Le port des signes religieux, croix, kippa, foulard, nous sommes pour ce port de ce genre de signes parce que ça fait partie de notre société, ça fait partie de l'identité de chacun. Et que ce soit dans le public ou dans le privé, ou dans des fonctions publiques ou dans des fonctions privées, le port des signes religieux doit être toléré. Et ce qui est très très important, c'est que c'est le service qui doit être neutre. Et non la manière dont vous êtes habillé. Et non la couleur de votre peau, car même la couleur de votre peau, elle n'est pas neutre. Mais c'est le service qui doit être neutre. Chers amis. Voilà. Donc, votez pour la liste 24, la liste qui n'est pas seulement à l'écoute, mais la liste qui est là ambitieuse. Nous voulons, bien entendu, faire partie de ce gouvernement, nous voulons rentrer dans ce Parlement pour tout simplement obliger les autres partis politiques, traditionnels certes, à respecter la Constitution belge, à savoir la liberté individuelle. Vive Bruxelles et vive la Belgique. Televizyonunuz. Élection mai 2019.